Et oui, de retour sur ce plateau, 2 heures de news qui se poursuit. Notre deuxième sujet, cap vers l'installation de 26 provinces. En tout cas, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'appelle Robert Ndombi, conseiller juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, merci d'être là dans le cadre de 2 heures de news. Merci. Première question, le processus de mise en place des nouvelles provinces avance à pas déjà. Il y a déjà des commissions qui ont été installées et qui sont à pied d'œuvre. Quel est en principe leur travail, le travail de ces commissions, et ils feront leur rapport dans combien de temps? Bien, le travail de ces commissions, c'est juste pour faire les états des lieux des provinces. Faire les états des lieux, c'est-à-dire ces commissions vont aller pour faire l'inventaire de tous les biens des provinces à démembrer. Les provinces à démembrer, je crois, sont à 6. Il y a les Bandundu en tête, l'Équateur, la province orientale, les 2 Kasaï, ainsi que la province du Katanga. Donc on peut dire que dans 30 jours, les députés provinciaux vont rentrer dans leur, vont rentrer dans leur nouvelle province. Non, en fonction. C'est dans 30 jours que les commissions vont déposer les rapports auprès des assemblées provinciales. Et donc, après avoir déposé les rapports auprès des assemblées provinciales, évidemment, là, on va organiser comment tous ces députés élus des nouvelles provinces pourront rentrer chez eux. Et quelles seront leurs attributions, en quelque sorte? Oui, ce sont les attributions régaliennes de toute assemblée provinciale. Voter les lois et contrôler les gouvernements provinciaux. Alors, par exemple, s'ils sont 4 députés pour une nouvelle province, comment ils vont s'organiser pour avoir ne fût-ce qu'un président et puis passer aux élections de gouvernement? À ce que je sache, il n'y a aucune province qui aura 4 députés. À ce que je sache. En tout cas, il n'y aura pas une province qui aura moins de 15 députés. Bien que nouvelle, mais des députés sont déjà là. Alors, qu'est-ce qu'ils feront s'ils sont 15, par exemple, dans un premier temps? Comment vous avez conçu leur organisation pour arriver à avoir des nouveaux gouverneurs élus? Non, la loi a tout prévu. La loi portant programmation de ces nouvelles provinces a tout prévu. Et donc, je renvoie aux téléspectateurs d'aller au journal officiel parce que la loi a été promulguée et même envoyée au journal officiel pour lire la loi. La loi a tout prévu. En tout cas, expliquez-nous, maître, vous connaissez la loi, si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que prévoit la loi dans ces articles par rapport à cette question. Puisque ce n'est pas tout le monde qui a accès au journal officiel. Vous êtes là pour aider, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui vous suivent. Évidemment, lorsque la loi est promulguée et publiée au journal officiel, tout Congolais est censé la connaître parce qu'elle s'impose à tous. Mais, qu'à cela ne tienne, lorsque les commissions déposent les rapports auprès des assemblées provinciales, les provinces sont déjà effectives. Et donc, les députés de ces provinces-là qui vont rentrer chez eux pourront organiser les élections et désigner les membres de leur bureau. Et après avoir désigné les membres de leur bureau, je crois qu'on va procéder aux élections des gouverneurs à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez déjà où seront installés les gouvernorats, mais également les assemblées provinciales? Mais les districts fonctionnaient. Mais où avaient été installés les commissaires de district? Les infrastructures sont là et elles existent, ces infrastructures-là. Et donc, lorsque les infrastructures qui sont là, bien que délabrées, la loi a prévu les fonds pour la réhabilitation de toutes ces infrastructures. Voilà, maître, je vous garde encore sur ce plateau le temps donc d'annoncer les grands titres qui seront développés lors de notre journal télévisé de 19h. Je disais donc, nous attendons être en harmonie avec la régie, voilà, c'est prêt. Et l'acte constitutif de la commission éducation civique et observation électorale a été présenté ce mardi devant les membres de la CENI. Il s'agit d'une structure émanant des organisations de la société civile de la thématique éducation civique et observation électorale. Alors que les bureaux de réception et de traitement des candidatures sont ouverts tous les jours en prévision des élections provinciales, l'opposition politique réclame une concertation avec la CENI. En sa qualité de partenaire, elle tient à connaître les contours de l'organisation des provinciales de 2015.
Enfin, l'ordre des chirurgiens dentistes bientôt opérationnel en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a présenté le projet de loi portant sa création à l'Assemblée nationale ce mardi. Une réponse à la carence dans l'organisation de ce corps qui ne fait pas partie de l'ordre des médecins. Voilà le développement tout à l'heure à 19h avec Patrick Pezo-Zanetti. Je reviens à vous, maître. Alors, que deviennent ou que vont devenir les commissaires de district? Les commissaires de district, depuis 2006, n'existent plus. La loi, en fait, la Constitution, je crois en son article 226 qui avait prévu les 26 provinces, avait elle-même supprimé les districts. Ça n'existe pas. Et donc, on attendait qu'on y aille mollo pour pouvoir les supprimer. Écoutez, avec la circulaire du ministre de l'Intérieur de février dernier, cette circulaire a demandé qu'on mette fin à ces structures-là, notamment les districts, les commissaires des provinces, ainsi que les cités. Et donc, depuis 2006, les districts n'existent plus. Et qu'en est-il des cours d'appel? Elles seront directement installées ou comment? Non, c'est un processus. C'est le problème du budget. Je crois qu'avec les cours d'appel, parce qu'il est prévu que dans les chefs-lieux de chaque province, nouvelle soit-elle, soit installée une cour d'appel. Et donc, dans le cas d'espèce, je crois qu'on va chercher le moyen pour pouvoir installer la cour d'appel. Ça, c'est le problème du ministre de la Justice. Il lui appartient à pouvoir mener les démarches pour que les cours d'appel soient installées dans chaque province. Alors, maître, vous avez évoqué un problème d'argent. Il y a des provinces qui seront nanties et d'autres non. Comment est-ce que ces provinces-là, à faible revenu, vont supporter toutes les charges rétrocédées par le gouvernement central? Bien, à ce que je sache, c'est nous qui avons cherché ces 26 provinces. Et donc, comme c'est nous, la population, qui avons cherché ces 26 provinces, et à ce que je sache également, chaque province a une régie financière. C'est aux provinces de mobiliser les moyens pour pouvoir se prendre en charge. Et même en dehors de ces moyens mobilisés par les provinces, il y aura ce que nous appelons la rétrocession. La rétrocession est égale. Ce qu'on donne à la province de la Chuapa, par exemple, c'est ce qu'on va donner à l'Équateur, c'est ce qu'on va donner à la Mongala, c'est ce qu'on va donner à Lualaba, ainsi de suite. Donc, toutes les provinces pourront mobiliser les fonds pour pouvoir se prendre en charge. Mais maître, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va lentement mais sûrement vers un glissement? Passez-moi le terme. Est-ce qu'on a suffisamment de budget? Est-ce que toute cette opération a été budgétisée par le gouvernement congolais à ce jour? Évidemment. Tout avait déjà été budgétisé. Le budget est parti de 7 milliards à 8 milliards et demi. Tout est prévu dedans. Les budgets d'investissement pour l'installation de nouvelles provinces, il y en a? Tout est prévu. Tout est prévu. On ne peut pas faire au hasard de prévisions budgétaires, des prévisions de provinces, sans que ça n'ait été prévu au départ. Tout avait déjà été prévu. C'est comme ça que nous sommes en train d'y aller petit à petit. Et je pense qu'on va y arriver. Alors, dans des provinces, on va passer maintenant à avoir de nouveaux animateurs et de nouvelles institutions. Est-ce que vous ne craignez pas que l'argent qu'on va rétrocéder aux provinces soit englouti par des charges de fonctionnement de ces provinces? On paye les animateurs, on paye le fonctionnement, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'argent pour toucher à l'aspect social ou au social de la population de ces provinces. Je crois que nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Je vous ai dit qu'au départ, que chaque province a une régie financière. Et le travail de cette régie, c'est pour la mobilisation des fonds afin de permettre à la province d'exister et de subsister en fait. Alors s'il y avait une régie financière pour la province, maintenant une province qui se subdivise en 3 provinces ou qui fait son éclatement en 3 provinces, alors cette régie-là, qui était par exemple plus opérationnelle dans un coin, qu'est-ce qu'elle va devenir? Aidez-nous un peu à comprendre. Non, on va faire la répartition comment? La régie financière n'était pas ou n'est pas opérationnelle dans un seul coin. C'est une régie financière pour toute la province. On suppose que dans tous les grands centres, il y a les impôts, il y a les taxes qu'on perçoit par les autorités. Et donc ces taxes-là, c'est pour que les provinces puissent subsister et puissent fonctionner normalement. Et maître, comment pouvez-vous accepter qu'on ait des chefs-lieux des provinces sans infrastructure, j'allais dire? Tout avait déjà été prévu par la loi. Il y a un fonds plutôt, qui sera alloué
à la réhabilitation de toutes les infrastructures. Tout avait déjà été prévu par la loi. Il n'y a rien qu'on fait au hasard. La loi de programmation a déjà tout prévu, rassurez-vous. Je vous renvoie encore une fois de plus. Qu'est-ce qu'on... En fait, maître, je sais que vous êtes juriste, vous êtes... vous aimez trop la loi, vous faites référence à la loi, tout ça, mais nous voulons quelque chose de concret. Et puis là, je m'en vais vous poser une question vraiment en rapport avec le concret. Une province telle que la province du Bandundu, subdivisée aujourd'hui la province du Kwango, du Kwilu et du Mai-Ndombe. Alors, les infrastructures de base au Mai-Ndombe, on n'en a presque pas. Passez-moi là, disons la vérité. Bon, maintenant, vous dites, on va faire la répartition. Alors, le bâtiment qui se trouve au Kwilu, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le vendre, on va faire quoi pour qu'on ait ces infrastructures-là au Mai-Ndombe? Qu'est-ce qui sera fait exactement? Bien. Tous les bâtiments qui sont à Kwilu, principalement à Bandundu-Ville, à Kikwit, ce sont les bâtiments de l'État. Ce ne sont pas les bâtiments qu'on va vendre, non. Ce sont les bâtiments de l'État qui appartiennent à l'État. À Kenge, à Inongo, il y a également des bâtiments et ces bâtiments-là restent pour ces provinces. De quelle qualité, oui? C'est pourquoi je vous ai dit que la loi prévoit un quelconque montant pour réhabiliter et même construire les bâtiments. Il y a un fonds qu'on a prévu pour construire les bureaux des gouverneurs, les assemblées provinciales, même les résidences des ministres ainsi que les résidences des gouverneurs. Donc tout est prévu. C'est vrai que nous sommes allés très vite, mais rassurez-vous que nous allons réussir et petit à petit... Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu quelque part une précipitation dans cette mise en œuvre et que l'idéal serait qu'on le puisse prendre tout le temps qu'il fallait prendre pour amorcer la démarche avec... Dans tous les cas, les trains déjà marchent, on doit y aller. Tant bien que mal... Quelle que soit la façon. Évidemment, c'est nous qui avons accepté. Même si le train déraillait cette constitution, je sais pas moi, à une centaine de kilomètres. Cette constitution a été votée et passée au référendum. Tous les peuples congolais avaient participé. C'est à ce moment-là qu'on allait la refuser. Mais à partir du moment où nous avons accepté la constitution, nous devons y aller. Tant bien que mal, mais nous devons y aller. Voilà. Maître, il y a des gens qui craignent justement la résurgence des conflits ethniques. Qu'en pensez-vous? Ça ne manquera pas. Les sociologues disent ubi societas ibius. Là où il y a 2 personnes, là où il y a 100 personnes, il y a 1000 personnes, il y a toujours des problèmes. C'est à nous, le peuple, de savoir comment résoudre les solutions. Puisque les problèmes ont commencé bien avant. C'est inévitable. Là où il y a 2 personnes, et même vous, là où vous êtes ici, il y a toujours des problèmes. C'est à vous de savoir comment trouver une solution à ces problèmes. Alors on va installer ces nouvelles provinces sans avoir la loi fixant les limites de ces nouvelles provinces. Les limites sont déjà connues. La loi viendra formaliser. Justement, vous êtes un homme de droit. Vous êtes un homme de droit. Là, je vous prends au mot maître. Vous êtes juriste. Donc on commence l'installation sans avoir la loi. La loi sera postérieure à l'installation. La loi viendra formaliser. Mais les limites sont connues. Alors, lorsqu'on parle de la ville de la province de Kinshasa, tous nous savons, elle part d'un tel endroit et elle se limite à tel endroit. Tout est connu. Connu théoriquement, verbalement. Non, connu même pratiquement. Et vous, en tant qu'homme de droit, quelle lecture vous pouvez faire par rapport à ça? Une loi qui soit postérieure à l'existence de ces limites théoriques. Je vous ai dit que la loi viendra formaliser. Mais les limites sont déjà connues. Alors, une question, nous sommes sur le plateau, 2 heures de news qui se poursuit, maître, nous prenons le point de vue de tout le monde. L'opposition voit en ce passage vers les 26 provinces, voit en cette démarche un glissement. Ça ne sera pas vraiment opérationnel, on voit cela, un glissement, puisqu'il n'y a pas de moyens pour elle pour amener ce processus à bon port. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Mais pourquoi l'opposition voudrait qu'on parle de glissement? Je crois que vous avez suivi les vice-premiers ministres à l'Assemblée nationale. Il a bien dit que les glissements, c'est un accident. Et donc, un accident, on ne le prévoit pas. S'il y aura glissement, il y aura glissement. Mais on ne peut pas se mettre autour d'une table en train de discuter des glissements. Si les glissements arrivent, ok. Mais s'ils n'arrivent pas, l'opposition qui a accepté qu'il y ait ces élections, n'a qu'à accepter qu'on a aux élections. Tous ces opposants qui font des bruits,
rassurez-vous qu'ils n'ont pas de moyens pour aller aux élections. Ils cherchent à ce qu'il y ait ces glissements-là pour trouver les moyens leur permettant d'aller aux élections. Alors pourquoi ne pas rejoindre le point de vue de l'opposition, organiser une table ronde de concertation comme ça? Quand même, vous dites que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections, mais c'est leur droit de s'armer pour aller aux élections. L'opposition a peur des élections. Non seulement elle n'est pas prête, mais elle a peur d'aller aux élections, mais nous devons y aller. Mais puisque la machine peut-être a été préparée de manière à ce que l'opposition ne se retrouve pas. C'est l'opposition qui a demandé ces élections, nous devons y aller. En 2006, souvenez-vous, l'UDPS n'avait pas accepté les élections, mais plus tard, il l'avait accepté. Et aujourd'hui, les mêmes qui font des bruits, ce sont les mêmes qui ont demandé les élections hier. Et lorsque la majorité dit allons aux élections, ils ont peur. Pourquoi? Nous devons aller aux élections. Rassurez-vous. Alors, Maître Robert Ndombi, quels sont selon vous les avantages de ces découpages territoriaux? Les désavantages. Les avantages. Les avantages, c'est les rapprochements des administrés à leurs administrations. Ça, c'est un. De deux, ces découpages va permettre à ce que les gens, les provinces, puissent se développer. Et savez-vous, je suis allé une fois en province orientale, je devais aller à Bunia et puis à Kampala. J'arrive, on me dit de Kisangani à Bunia c'est 1000 km et il n'y a pas de route. Mais mes frères et sœurs, voudriez-vous qu'on continue à vivre comme ça ou bien nous devons rapprocher les administrés à leurs administrations afin de pouvoir développer le pays? Le découpage est plus que nécessaire. C'est vraiment quelque chose que nous devons saisir pour pouvoir développer ce pays. À défaut, ça sera l'hécatombe. Alors, selon vous, maîtres, entre le découpage et la décentralisation, qu'est-ce qui devrait venir avant? Non, le découpage, c'est une composante de la décentralisation. On ne peut pas aller au découpage. Vous ne pensez pas que, oui, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce qui serait peut-être plus important, c'est d'assurer la décentralisation des 11 provinces existantes, leur donner une certaine autonomie de gestion, qu'ils rendent compte au gouvernement central et peut-être procéder au découpage plus tard que de commencer directement à ces découpages. Vous ne pensez pas? Je vous ai dit que le découpage, le vrai sens, c'est le rapprochement des administrés à leurs administrations. Je vous ai donné un exemple de la province orientale, où pour quitter Kisangani, arriver à Bunia, c'est 1000 km. Et comment on pouvait y arriver? C'est mieux de découper pour que les gens puissent se regrouper et développer leur coin. Même par le fait par un bateau magique, on va coûte que coûte développer. Il n'y a pas de bateau magique. Je crois que si nous sommes organisés, nous y arriverons. Rassurez-vous. Alors, maître, qu'est-ce qui justifie votre optimisme par rapport à, par rapport à cette opération, à ce processus? Vous êtes tellement optimiste que j'aimerais que vous partagiez votre expérience avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui justifie votre optimisme? Non, mon optimisme se justifie par le fait que moi-même, je préfère donner mon exemple, je suis du Kasaï. Et chez moi... Vous êtes futur gouverneur, en fait. Peut-être que je vais déjà me porter candidat. Je suis futur gouverneur, en fait. Oui, allez-y, allez-y. Je suis futur gouverneur. Écoutez, ceux qui sont gouverneurs sont comment? Nous sommes tous intellectuels. C'était juste une parenthèse. Oui, expliquez-nous votre optimisme. C'était juste une parenthèse, maître. Donc, je voudrais dire que je suis très convaincu. Moi, je suis très convaincu que ce découpage va réussir parce que le chef de l'État lui-même en a accepté. Il est en train de donner tous les moyens pour que le découpage soit effectif. Il donne tous les moyens pour que le découpage puisse réussir. Et donc, je suis très, très optimiste, moi. Alors, comme vous êtes optimiste, quel message vous pouvez maintenant adresser à tous ces Congolais qui vous suivent, qui ont la soif de connaître la vérité sur ce processus? Va-t-il réussir ou il va capoter? Pourquoi? À moins qu'il y ait des prophètes de malheur. Rassurez-vous que ce processus est déjà en train de réussir et il va réussir. Si pas à 99%, à 95%. C'est déjà réussi. Mais nous devons y aller petit à petit pour pouvoir arriver à la fin. Et ceux qui hésitent? C'est leur problème, mais les trains déjà marchent, nous devons y aller. Voilà, merci beaucoup, monsieur Maître Robert Ndombi. Vous êtes conseiller juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Vous avez expliqué un peu les contours de l'installation prochaine des 26 provinces, puisque la RDC a basculé ou va basculer de 11 à 26 provinces. Merci d'avoir participé à cette tranche, Maître Robert.
C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit. Là, à 19 h, on va retrouver notre journal télévisé, la grande édition. Mais avant qu'on se quitte, quand même, ma complice, cette Stella Abaya, cette Immaculée, a quand même quelque chose à dire. Justement, tous les plaisirs étaient pour nous, Jacques Moulouba, de vous savoir nombreux, Madame, Messieurs, à suivre cette tranche, cette première, qui est la première, puisque tout à l'heure, vous allez retrouver Patrick Pezo pour la deuxième partie de 2 heures de news. Alors, quant à nous, les Immaculés, nous vous retrouvons ce jeudi et surtout avec les mêmes plaisirs. Voilà, avant de nous séparer, un communiqué, Monsieur Kosekpe Sidia Dieudonné, sous-directeur et présentateur de l'émission Coup d'œil sur l'environnement à la RTGA, informe tous les membres de sa famille, amis et connaissances du décès